l'alcool, c'est pas un problème du tout, c'est une bénédiction, mais c'est l'abus d'alcool qui est un problème, oui. نروح إياكم. Bonjour. تسمع عميلتي تمام.
Bonjour, est-ce que le prof est venu? Bon poisson.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah, mais le problème c'est l'autre. Donc ça va. Oui. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Ça va? Oui. Ah, très bien. Ça Donc va. on avait un problème technique. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de vous présenter, mais je vais voir, je vais vous refaire sinon. Est-ce que vous voyez l'écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches, dans ces conditions particulières de pandémie. Donc, on va essayer de vous faire le cours de sémiologie neurologique intitulé Les syndromes topographiques médulaires. Donc, je suis Dr Haneshi, maître assistante en neurologie. Donc, on va commencer par la définition. C'est quoi les syndromes médulaires? Les syndromes médulaires représentent l'ensemble des signes qui sont liés à une atteinte de la moelle épinière. Lorsqu'on parle de la moelle épinière, donc c'est la partie inférieure de névrax sur le plan anatomique. Le névrax, normalement vous avez déjà fait l'anatomie neurologique, donc il est constitué par le cerveau et la moelle épinière. Et c'est la partie inférieure de névrax qui constitue la moelle épinière. Donc la moelle épinière se présente sous la forme d'un long cordon blanc aplati d'avant en arrière.
Pour les mensurations, donc, elle est de 1 cm de diamètre et 42 cm de longueur. Elle est continue dans le canal rachidien qui mesure environ 7 cm. Donc, elle débute au-dessus de l'émergence de la première racine cervicale. On n'entend plus, madame. On vous entend pas, madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça va? Oui, madame. Très bien. Ça Donc, va, oui, madame. très bien. Donc, j'ai fait un petit rappel anatomique. Donc, pour la moelle, on a dit, elle constitue la partie inférieure de névrax. Pour les mensurations, donc elle mesure 7 cm, elle est logée dans le canal rachidien qui mesure environ 7 cm et elle a un diamètre de 1 cm et une longueur de 42 cm. Donc, elle commence depuis le trou occipital et elle se termine au niveau L1, L2. Elle est constituée d'une substance grise centrale et d'une substance blanche périphérique qui est constituée de voies de conduction. Et ces voies de conduction, donc, ils vont assurer la transmission de la commande motrice descendante et la commande sensitive ascendante. Donc, vous voyez sur cette slide, donc, le névrax constitué par le cerveau et la moelle épinière. Donc, vous voyez bien la moelle épinière constituée par la moelle cervicale, la moelle d'où émergent les nerfs cervicaux, la moelle thoracique d'où émergent les nerfs thoraciques ou dorsaux et la moelle lombaire. Et la moelle présente deux renflements qui sont très importants en matière sémiologie neurologique. C'est le renflement cervical et puis le renflement lombaire. Le renflement cervical qui donne naissance au nerf destiné au membre supérieur et le lombaire qui donne naissance au nerf destiné au membre inférieur. Pour le cervical, donc, il commence de C5, D1 et le lombaire de D10 et L5. Et entre ces deux segments, on trouve bien évidemment la moelle thoracique, où le diamètre va de plus en plus en se réduisant. D'accord? Donc, pour la configuration interne, donc, on a les cornes et on a les cordons. Donc, les cornes sont divisées en cornes antérieures et cornes postérieures. Donc, vous voyez bien les cornes. Donc, c'est les cornes antérieures et les cornes postérieures. Et on a, au niveau de la substance blanche, donc les cordons qui sont antérieurs, latéraux et postérieurs. Donc, les cordons, vous voyez les cordons antérieurs, latéraux et postérieurs. Par exemple, les postérieurs, le faisceau du Gol et Bulldach pour la sensibilité, le faisceau spinothalamique également pour la thermoalgésique, la sensibilité profonde et tactile pour le Bulldach et le Gol. On a bien évidemment le faisceau pyramidal, quel que soit direct ou croisé. Donc, en fonction du niveau de l'atteinte, on aura la traduction sur le plan clinique et sémiologique clinique. Donc, sur le plan sémiologique, le syndrome médulaire se traduit par trois types de lésions ou bien par trois types de troubles. Donc, on a les troubles moteurs, des troubles
moteurs, des troubles sensitifs et des troubles végétatifs. Pour les troubles moteurs, donc c'est un patient qui va venir pour un déficit moteur, quel que soit d'origine centrale ou bien périphérique. Dans le premier cas, syndrome neurogène périphérique, c'est par atteinte soit des racines ou bien des troncs nerveux périphériques, c'est-à-dire en poste, c'est après la naissance de la moelle épinière. Donc sur le plan clinique, on aura sur le plan sémiologique, c'est un malade qui va présenter un déficit moteur avec une hypotonie, c'est-à-dire une diminution de la résistance à la mobilisation passive. Donc c'est un membre qui est hypotone, et on aura des réflexes ossitudineux qui sont abolis. Lorsqu'on fait la recherche des réflexes, par exemple du membre inférieur, le rotulien ou bien l'achillien, ils seront abolis, c'est-à-dire pas de réponse. Et dans ce cas-là, ça traduit des lésions au niveau des cornes ou des racines antérieures de la moelle épinière. Pour le syndrome, dans la deuxième situation où les lésions sont dues à une atteinte soit de faisceau pyramidal direct ou croisé, on aura ce qu'on appelle une atteinte qui est centrale, c'est-à-dire de la moelle elle-même, donc au niveau de la substance blanche de la moelle, soit le cordon direct ou croisé, plutôt soit le faisceau pyramidal direct ou croisé. Donc, quel que soit uni ou bilatéral, donc on aura une sémiologie qui va passer par trois phases. La première flasque, la deuxième spastique et la troisième, on aura le réflexe de triple flexion ou bien la phase de libération c'est la phase d'automatisme médulaire où la moelle sera libérée du contrôle suprasegmentaire. Pour la première phase, c'est la phase flasque, donc c'est la phase aiguë. Donc, elle va se traduire cliniquement par des réflexions abolies avec un signe de Babinski, qui traduit l'atteinte centrale, bien sûr. Donc, c'est quoi le signe de Babinski? Donc, c'est l'extension majestueuse du gros orteil lorsqu'on stimule la plante du pied par une pointe mousse en allant du bord externe du pied jusqu'au large des orteils. Pour la phase spastique, donc, on aura des rhodes qui vont être vifs, polycinétiques et diffus. Lorsqu'on parle de rhodes vifs, c'est-à-dire on aura une réponse exagérée à la suite de la stimulation par le marteau réflexe. Polycinétique, on aura plusieurs réponses à une stimulation et elles sont diffuses, c'est-à-dire on aura une diffusion de la zone réflexogène. Et on aura toujours le signe de Babinski. Et pour la troisième phase, avec l'évolution, donc la première c'est la phase aiguë, la deuxième c'est la phase spastique et la troisième c'est l'automatisme médulaire. Donc on aura ce qu'on appelle le réflexe de triple retrait. C'est dans ce cas où la moelle sera libérée du contrôle suprasegmentaire. Et comment on cherche ce réflexe? Donc on fait un pincement au niveau de la face dorsale du pied ou bien une flexion passive des orteils. Donc flexion passive des orteils ou bien un pincement de la face dorsale du pied. D'accord? On aura le réflexe de triple flexion, c'est-à-dire dorsiflexion du pied, flexion de la jambe de la cuisse et la flexion de la jambe sur la cuisse et de la cuisse sur le bassin. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça va? Très bien. Est-ce que, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser. Pour la sémiologie toujours, on aura des troubles sensitifs qui vont se traduire soit par un syndrome radiculaire ou syndrome cordonal. Lorsqu'on parle de syndrome radiculaire, c'est par des lésions au niveau des racines. C'est juste l'émergence de la moelle. Donc, on aura, comme sémiologie, des douleurs. Donc, c'est un patient qui va se plaindre de douleurs de n'importe quel type, et on aura également des troubles sensitifs, type d'hypoïsthie par exemple. On aura une diminution de la perception à la stimulation, qui sont toujours de même topographie de la lésion. Maintenant, ils vont nous traduire le niveau lésionnel, bien sûr. Par exemple, si on fait l'examen de la sensibilité, normalement, vous allez faire ce cours. Donc, c'est un examen qui nécessite une collaboration du patient. Il doit se faire d'une manière comparative, donc des deux côtés, droit et gauche, et en dehors du contrôle visuel. Et on va tester la sensibilité tactile et la sensibilité thermique et la sensibilité douloureuse. Et bien évidemment, on a l'examen de la sensibilité profonde. Donc, dans le cadre d'une atteinte radiculaire, par exemple au niveau des racines du membre supérieur, par exemple C5, C6, et on fait des simulations à ce niveau, par exemple, par un bout de couteau pour la sensibilité tactile, et on fait d'une manière comparative
de droite à gauche. Je demande au patient de me dire qu'est-ce qu'ils sont. Par exemple, il va me dire il y a une diminution de la sensibilité du côté droit par rapport au côté gauche. Donc, elle va, dans ce cas-là, nous traduire le niveau lésionnel. Si il existe une diminution au niveau du dermatome ou bien du territoire de C5, dans ce cas-là, on va traduire qu'il existe une lésion au niveau du C5. C'est ça qu'on parle, c'est dans ce cas-là qu'on parle de niveau lésionnel. Donc, pour les syndromes cordonaux, donc c'est par atteinte des cordons. C'est au niveau de la substance blanche de la moelle épinière. On aura des troubles de la sensibilité, bien sûr, tactile, thermoalgésique. Je vous ai déjà montré dans le schéma de la systématisation de la moelle. Donc, par rapport au cordon, c'est ça, en cas de lésion de faisceau de Gall, par exemple, ou bien du faisceau de Burdak, donc donc ces faisceaux conduisent la sensibilité tactile et la sensibilité profonde, ou bien dans le cas d'une lésion des faisceaux spinothalamiques pour la sensibilité douloureuse qui apparaît en jaune. Donc on aura des troubles de la sensibilité, par exemple, si lésion en faisceau spinothalamique, des troubles de la sensibilité thermoalgésique. Si lésion de faisceau de Goldberg, on aura des troubles de la sensibilité tactile, bien sûr, bien sûr. Donc c'est par atteinte, c'est lésion de faisceau limniscal. Non, vous allez faire ça dans le cours de la sensibilité. Et les troubles sensitifs, donc ils peuvent être soit tactiles, thermoalgésiques et même de la sensibilité profonde, dont il est important de préciser le niveau supérieur et le caractère uni ou bilatéral. Pour les troubles végétatifs, bien sûr, on aura aussi dans la sémiologie des syndromes médulaires des troubles végétatifs qui sont dus à une atteinte des voies végétatives, qu'elles soient sympathiques ou parasympathiques. Et bien sûr, en fonction du niveau de l'atteinte, c'est au niveau de la corne latérale, puisque les lésions soient au niveau de la corne latérale, ou bien par interruption des voies végétatives, carrément. Par atteinte des cornes latéraux, donc selon le niveau de l'atteinte, on peut avoir un syndrome de Claude-Banner en air, donc C8D1, des troubles végétatifs, donc S2, S4, mais peut être lié à des lésions sous-jacentes, donc quelle que soit une rétention urinaire ou une continence, rétention urinaire généralement dans la phase aiguë qui peut évoluer par la suite vers l'incontinence urinaire. On peut avoir, soit par deuxième mécanisme, interruption des voies végétatives, on parle de réflexe pilomoteur, qu'on cherche par un pincement des muscles de la face succipineuse. Donc, on aura l'arrêt de la vague descendante qui correspond au niveau lésionnel. Est-ce que vous avez des questions? J'enchaîne, d'accord? Donc, pour le diagnostic topographique, donc on a fait un petit rappel anatomique, on a fait un tour sur la sémiologie, donc avec les 3 types de troubles. Et pour le diagnostic topographique, donc on a 2 grands tableaux, soit un syndrome d'interruption de la moelle, soit des syndromes médulaires qui sont partiels. Lorsqu'on dit interruption de la moelle, donc c'est une lésion vraiment violente qui entraîne soit la section complète ou bien l'hémisection de la moelle, c'est le syndrome de Brown-Square, on va le détailler tout à l'heure. Et pour les syndromes segmentaires, donc c'est des lésions du segment de la moelle, quelle que soit l'atteinte de l'axe gris, l'atteinte des cordons. On peut avoir un tableau de compression médulaire lente, par exemple à l'occasion d'une hernie discale, par exemple, une ischémie médulaire à l'occasion d'une lésion vasculaire et des syndromes malformatifs dans le cadre de la syringomélie et la syringobulbie. Donc on va détailler chaque syndrome. D'accord? Donc, si on commence par la section complète, quelles sont les étiologies? Généralement, c'est les traumatismes de rachis qui peuvent survenir à l'occasion d'un traumatisme vraiment violent, accident de la circulation, ou bien de la voie publique. L'hématomyélie et la myélomalacie. Donc, myélomalacie, donc c'est des lésions vraiment importantes d'origine vasculaire. Des myélites transverses, soit post-infectieuses ou post-vaccinales. Pour la phase, donc pour la section complète, on a une phase de choc spinal suivie d'une phase d'automatisme médulaire, comme on a dit tout à l'heure dans la sémiologie. La première phase, la phase de choc spinal, c'est la phase où le malade est flasque, hypotone, avec des rhodes qui sont abolies, des réflexes tendineux qui sont abolis, qui a une anesthésie à tous les modes, et seul le signe de Babinski est orienté vers l'origine centrale. Et on aura une paralysie complète, une atonie de la vessie et de l'intestin. Donc, c'est la phase de choc spinal, qui sera suivie par la suite par la phase d'automatisme médulaire. Dans ce cas-là, la moelle sera libérée de contrôle suprasegmentaire. Dans ce cas-là, on aura une abolition de la motricité volontaire. Donc, la moelle va agir par son propre compte, avec une anesthésie à tous les modes.
et 3 à 4 semaines après l'atteinte initiale. Généralement survient cette phase. Donc, on aura une réapparition des réflexes anal et cutaneo-plantaires, et c'est au bout de plusieurs mois qu'on aura le phénomène de triple retrait, comme on a dit tout à l'heure, qu'on cherche par la flexion des orteils ou bien le pincement de la face dorsale du gros orteil, qui plus ou moins un phénomène d'allongement croisé. Le deuxième tableau clinique, le syndrome de Madame, Brown-Forman. Oui, oui, oui. madame, c'est quoi l'abréviation là-bas, ROT? ROT. C'est les réflexes osseo-tendineux. Donc, normalement, je vous ai déjà mis ça dans le slide. C'est les réflexes tendineux. Donc, hein, vous voyez, réflexes osseo-tendineux, en abréviation, c'est ROT. Ça va? C'est une partie de l'examen neurologique qu'on l'a fait à l'aide d'un marteau à réflexe. Donc, on cherche la réponse à une stimulation d'un muscle d'étirement. Par exemple, au membre supérieur, on a le réflexe bicipital, tricipital, stylo-radial et cubutopronateur. Et au niveau du membre inférieur, on a le réflexe rotulien et le réflexe achilléen. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, merci. Très bien. Oui, merci. D'accord. Donc, pour le syndrome de Brown-Forman, c'est le cas d'une hémisection de la moelle. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on n'aura pas un traumatisme complet, donc on aura une hémisection. Donc, la moitié de la moelle sera lésée. Donc, on aura des symptômes qui vont survenir ou bien des signes du côté de la lésion et des signes du côté opposé, bien sûr, puisque, comme vous avez vu tout à l'heure dans l'image de la slide de systématisation de la moelle, si on imagine, par exemple, on a un syndrome d'hémisection, c'est-à-dire la moitié de cette moelle qui est lésée. Donc, on aura une traduction clinique en fonction des faisceaux lésés, bien sûr. Par exemple, vous voyez le faisceau pyramidal croisé, on a un à droite et l'autre à gauche, par exemple, et le faisceau direct, d'accord, droite et à gauche, par exemple, et de chaque côté, on a les autres faisceaux, par exemple, fléching droite, fléching gauche, etc. Donc, là, pour la sémiologie, on aura des signes qui sont du même côté de la lésion et d'autres qui sont du côté opposé, bien sûr. D'accord? Par exemple, donc, du côté de la lésion, on aura le syndrome pyramidal. D'accord? Puisque vous savez, le faisceau pyramidal se croise à quel niveau? Donc, il se croise au niveau du bulbaire. Donc, si la lésion est située, au-dessous de bulbe, donc la sémiologie sera homolatérale. Donc, si on a une lésion de la moelle droite, le syndrome pyramidal sera à droite, bien sûr. D'accord? C'est l'inverse si la lésion se situe au niveau cérébral. Dans ce cas-là, au niveau de la moelle, on aura une sémiologie homolatérale pour le syndrome pyramidal. Et on aura des troubles de la sensibilité profonde et tactile épicrétique qui sont véhiculés par le faisceau lemniscal. Le faisceau lemniscal qu'on a parlé tout à l'heure, qui est le faisceau du Gol-Burdak, Fishing et Gol-Burdak. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Ou alors, puisque les faisceaux, ils vont passer du même côté. Je n'ai pas compris le syndrome. Pardon? Je n'ai pas compris le syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal, c'est par lésion du faisceau pyramidal. Vous voyez là, au niveau de cette représentation schématique de la systématisation médulaire. Le syndrome pyramidal que vous avez, il est dû à une lésion de faisceau pyramidal. Et vous le savez que le faisceau pyramidal prend origine au niveau du cerveau, au niveau de l'arcade de Brodmann, et va par la suite avoir un trajet descendant et il va croiser au niveau de bulbe, qui est la troisième partie du tronc cérébral, et pour avoir par la suite un chemin homolatéral au niveau de la moelle. Donc les lésions, lorsqu'on siège au niveau de la moelle, ils vont être homolatérales. C'est-à-dire si on a le faisceau pyramidal croisé, c'est par exemple une lésion située à ce niveau, la moitié de la moelle qui est lésée, donc on aura un syndrome pyramidal homolatéral. C'est-à-dire on aura par exemple, si la lésion de la moelle unimoelle droite, on aura par exemple une abolition des réflexes du côté droit. D'accord? On sous-lésionné. D'accord. Ça va? D'accord. Très bien. Oui, ça va, merci beaucoup. D'accord. Donc, et du côté opposé, donc on aura donc un pyramidal et un lemniscal homolatéral. Pourquoi le lemniscal? Puisqu'il a un trajet toujours homolatéral. Le lemniscal, c'est le faisceau qui véhicule la sensibilité tactile épicrétique,
c'est-à-dire la sensibilité discriminative à l'examen neurologique lorsqu'on fait l'examen par l'utilisation du bulbe de morceaux de coton. C'est la sensibilité tactile et aussi la sensibilité profonde. Donc, ils sont véhiculées par le faisceau limniscal. Donc, là, on aura une sémiologie qui est homolatérale. Pourquoi? Puisque ce faisceau a un trajet qui est direct homolatéral, il ne va pas croiser. Lorsqu'il passe au niveau de la moelle, il parcourt toujours le même chemin. Comparativement au faisceau spinothalamique, qui est un faisceau qui va se croiser à chaque niveau au niveau de la moelle. Normalement, vous allez faire cette particularité au niveau du cours de la sensibilité. Donc, il va se croiser à chaque niveau. Donc, il rentre, donc il ramène la sensibilité thermoalgésique. Donc, il passe par les racines postérieures et par la suite, il va croiser au niveau de la moelle vers l'imimoelle contralatérale. C'est pourquoi, en cas de lésion d'une imimoelle, c'est-à-dire dans le syndrome de Brown-Square, on aura des troubles de la sensibilité tactile protopathique, qui est la sensibilité grossière, et thermoalgésique, qui est contralatérale. Donc le malade, par exemple, s'il a une lésion de l'imimoelle droite, on aura des troubles thermoalgésiques, c'est-à-dire on aura de la douleur et des troubles. Il ne va pas sentir la douleur, il ne va pas sentir la douleur et aussi la température au niveau de l'imicorps contralatéral. Pourquoi? Puisque la sensibilité thermoalgésique a toujours un trajet qui est croisé. D'accord? Vous m'avez compris. Pour les étiologies, toujours dans ce cas, ça peut être post-traumatique ou bien une compression intra-extramédulaire dans le cadre des milieux post-radiques, etc. D'accord? On part au deuxième volet qui sont les syndromes médulaires partiels. Donc, comme on a dit, on a plusieurs tableaux, soit par atteinte partielle, c'est à l'intérieur de la moelle, soit par atteinte de l'axe gris, qui est l'axe H de la moelle, et les cordons, qui est la substance blanche. L'axe gris, donc, quel que soit des syndromes segmentaires ventral, donc le ventral, c'est en avant, c'est l'atteinte des cornes antérieures, c'est tout ce qui conduit la motricité. De syndrome de la commissure grise, c'est ce qu'on appelle le syndrome syringomyélique, c'est au milieu au niveau de la substance grise, ou bien atteinte des segments dorsales, c'est la corne postérieure et c'est tout ce qui est sensitif. Pour les syndromes cordonaux, donc c'est la substance blanche, on a les syndromes, si on commence par les syndromes donc segmentaires, donc pour les syndromes partiels, donc sur cette slide, vous voyez les deux tableaux, soit un syndrome segmentaire, soit des syndromes cordonaux. Segmentaire, c'est tout ce qui est atteinte de l'axe gris. Et cordonaux, c'est l'atteinte de la substance blanche, c'est-à-dire les cordons. Pour les segmentaires, donc on peut avoir soit les cornes antérieures, soit c'est au milieu, c'est la syringomyélie, c'est la commissure grise, c'est au milieu, soit la corne postérieure. Donc pour les ventrales, c'est l'atteinte de la corne antérieure. On aura ce qu'on appelle le syndrome neurogène périphérique qui va être confirmé par l'ENMG. C'est l'enregistrement électro-neuromyographique. D'accord? C'est un appareil qu'on utilise pour rechercher les atteintes périphériques. Donc, on va faire un enregistrement combiné pour voir la lésion, si ça se situe au niveau du nerf ou bien au niveau de muscle. Dans ce cas-là, on aura le syndrome neurogène périphérique qui est l'atteinte des racines ou des troncs nerveux périphériques. C'est après la moelle. Donc, c'est l'émergence des racines et qui vont se rassembler par la suite pour donner des plexus, etc., jusqu'au nerf périphérique. Pour les étiologies d'atteinte de la corne antérieure, on a le syndrome de la poliomyélite aiguë. On a les infarctus de la spinale antérieure, donc une ischémie par lésion de l'artère spinale antérieure ou bien dans le cas de la poliomyélite aiguë. Pour les étiologies aiguës. Pour les étiologies chroniques, c'est beaucoup plus les affections dégénératives, qui est la sclérose latérale amyotrophique, SLA, qui est une affection dégénérative, donc à une atteinte de la corne antérieure, qui va se traduire cliniquement par un syndrome neurogène périphérique et un syndrome pyramidal. On a également la poliomyélite chronique et l'SMA. L'SMA est aussi une cause de lésion de la moelle, de la corne antérieure de la moelle. D'accord? C'est la myotrophie spinale progressive. Le syndrome syringomyélique, c'est par atteinte de la commissure grise ou bien le centre de la moelle. Donc, c'est la commissure grise. C'est une lésion de la substance grise centromédulaire.
Dans ce cas-là, comme vous vous rappelez, à ce niveau, on aura le passage de faisceau spinothalamique, comme on a dit tout à l'heure. On a dit qu'il croise à chaque fois, donc il part de la racine postérieure, il passe au niveau du centre de la moelle, au niveau de la commissure, donc centre de la moelle, pour gagner l'hémimoelle contralatérale, d'où la sémiologie contralatérale. Donc, on aura une interruption des fibres de la sensibilité thermo-algésique. Thermo-algésique, température et douleur, dans leur trajet de la corne postérieure vers le faisceau spinothalamique contralatéral. Et par conséquent, la sémiologie, c'est l'anesthésie. Donc, c'est la perte de la sensibilité thermo-algésique avec conservation de la sensibilité profonde et tactile. Voilà, puisque la sensibilité profonde, elle est toujours homolatérale. Mais et elle ne passe pas par la commissure, donc la commissure ou bien le centre de la moelle, comparativement avec le faisceau spinothalamique qui gagne toujours l'hémimoelle contralatérale en passant par la commissure grise. Donc cette anesthésie a le caractère suspendu, c'est-à-dire elle ne touche pas toute la moelle, donc elle est suspendue, elle touche quelques dermatomes, dans un territoire qui correspond au niveau de la cavité syringomélique. Donc c'est une cavité qui va se localiser au niveau de la commissure grise, qui est suspendue, donc il va toucher quelques territoires avec une sémiologie qui se traduit par une anesthésie, une sémiologie dissociée. On parle de la sémiologie dissociée. Donc on aura une anesthésie dissociée. Ça veut dire on aura une atteinte d'un type de la sensibilité avec conservation de l'autre type. Donc, on aura une anesthésie thermo-algésique, une conservation de la sensibilité tactile et profonde. Et vous avez compris pourquoi on aura une atteinte de la sensibilité thermo-algésique. C'est parce que le faisceau spinothalamique passe à l'hémimoelle contralatérale, toujours du cordon postérieur vers l'hémimoelle contralatérale. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous voyez sur le plan sémiologique, par exemple, dans le cas d'une lésion, dans ce cas-là, elle est suspendue, elle est localisée, par exemple, au niveau du cervical. Donc, par exemple, dans ce cas-là, c'est généralement au niveau de peut-être le renflement cervical, donc qui contient les nerfs qui sont destinés aux membres supérieurs. Donc, on aura chez cette patiente une anesthésie thermo-algésique qui vous voyez, comme l'examinateur utilise l'aiguille, donc elle ne va pas sentir la douleur. D'accord? Et vous voyez que l'examen de la sensibilité doit toujours se faire d'une manière comparative des deux côtés. Donc, elle est suspendue, donc ce n'est pas on n'aura pas une abolition sur tous les niveaux, donc elle est suspendue et elle est dissociée. C'est le caractère du syndrome syringomélique. Suspendue, on aura un déficit dissocié thermo-algésique, on aura une amyotrophie, une abolition des réflexes tendineux sur le plan clinique. Donc le syndrome syringomélique, donc il va se traduire par un déficit dissocié thermo-algésique, une amyotrophie avec une abolition des réflexes ossitendineux, donc la lésion des racines. Et on aura, pour le syndrome sous-lésionnel, bien sûr, une atteinte pyramidale. C'est-à-dire, on aura des réflexes qui sont vifs et avec un signe de Babinski. Vous voyez bien, on voit le faisceau spinothalamique. Vous voyez comment il croise à chaque niveau. Donc, il passe par les cordons postérieurs, la commissure grise, centrale, et pour gagner l'hémimoelle contralatérale, il va avoir par la suite un trajet ascendant jusqu'au niveau du cortex pariétal où il y aura le traitement de l'information. Par exemple, dans le cadre, c'est le cas d'une syringomélie ou d'une cavité syringomélique qui est à ce niveau, vous voyez bien, donc on aura une interruption de faisceau spinothalamique, donc il va être lysé, donc on aura une trouble sensitif qui est dissocié, c'est-à-dire on aura une conservation de la sensibilité tactile et profonde et une perte de la sensibilité thermo-algésique. Et pour les cornes antérieures en sous-lésionnel, donc on aura des troubles de la sensibilité, donc plutôt on aura un syndrome pyramidal, bien sûr, c'est par atteinte de faisceaux pyramidaux à chaque fois. D'accord? En dessous. Docteur, syndrome pyramidal de la lésion. Est-ce que vous avez des questions? Et vous voyez que le faisceau lemniscal, c'est pourquoi il n'est pas lysé, puisqu'il siège au niveau des cornes postérieures, donc on n'aura pas une traduction clinique pour le faisceau lemniscal, puisqu'il n'est pas atteint, donc on aura une conservation de la sensibilité tactile et profonde. D'accord? Syndrome pyramidal de la lésion. Pardon. Vous avez des questions? Oui, pour le syndrome pyramidal, la lésion est homolatérale.
Oui, bien Pas sûr. compris. Je vous ai dit tout à l'heure que D'accord. le syndrome pyramidal médulaire, il est toujours homolatéral. Pourquoi? On est au-dessous de la décussation. Si la lésion, elle est cérébrale, donc elle est contralatérale, mais une fois qu'on passe et on descend au-dessous de bulbe, toujours le syndrome pyramidal est homolatéral. D'accord? D'accord. Puisque le Oui, syndrome merci est beaucoup. toujours le même, il ne va pas croiser après le bulbe. D'accord? Oui, merci. Très bien. Pour le syndrome segmentaire dorsal, c'est l'atteinte des cornes postérieures. Vous voyez bien, pour les cornes postérieures, on a les faisceaux de la sensibilité profonde et tactile qui sont véhiculés par la voie lemniscale. Donc, là, oui, on aura des troubles de la sensibilité tactile et la sensibilité douloureuse, tactile et profonde, bien sûr. Donc, on aura des troubles sensitives qui sont pluriradiculaires. C'est en fonction du niveau de la lésion, bien sûr. D'accord? Ou les étiologies, c'est les tumeurs intramédulaires ou bien la syringomélie par compression des cornes postérieures. D'accord? Ça va? Oui, ça- Partons donc au deuxième chapitre. Donc, les syndromes cordonaux. On a terminé avec la substance grise. On parle actuellement des syndromes cordonaux, c'est l'atteinte de la substance blanche. Donc, on a les syndrome cordonal postérieur, le syndrome radiculocordonal postérieur, le syndrome cordonal antérolatéral, on a la représentation, donc le syndrome combiné de la moelle et le syndrome sinothalamique. C'est tout les cordons. Donc, pour le syndrome cordonal postérieur, c'est atteinte des fibres lemniscales, comme vous avez déjà vu dans la systématisation, la représentation systématique, schématique de la systématisation médulaire. Pour les syndromes cordonal postérieur, c'est le faisceau lemniscal. Donc, on aura des troubles de la sensibilité tactile et de la sensibilité profonde, qui va se traduire par le signe de l'hermite. C'est quoi le signe de l'hermite? Donc, la dorsiflexion de la tête entraîne donc, c'est ainsi pathognomonique qu'on trouve dans la pathologie de la sclérose en plaques, c'est par atteinte des cordons postérieurs. Donc, elle va se traduire par la flexion de la tête entraîne une vague une vague qui va se transmettre le long du rachis. Donc, il est très pathognomonique. On trouve dans la sclérose en plaques, c'est par lésion des cordons postérieurs. Dans le territoire sous-lésionnel, donc on aura les paresthésies, qui est une modification de la perception sensitive, des picotements, des fourmillements, des sensations de peau cartonnée ou de marcher sur du coton. Donc, c'est des signes très caractéristiques du syndrome cordonal postérieur. On aura une dissociation diabétique qui va se traduire par des troubles de la sensibilité profonde, des conservations de la sensibilité thermoalgésique, puisqu'on n'est plus dans le faisceau extralemniscal, donc on n'aura pas des troubles par lésion spinothalamique. Les étiologies sont représentées beaucoup plus par le tabès, carence en vitamine B12, l'infarctus spinal postérieur, la compression et les myélopathies. La carence en vitamine B1, etc. Pour les trous, syndrome cordonaux, radiculocordonal postérieur, donc lésion des cordons postérieurs, lésion des racines postérieures, c'est radiculocordonal. Donc, on aura une atteinte des racines et atteinte des cordons. Elle va se traduire par un syndrome cordonal postérieur, comme on a dit tout à l'heure, qui se traduit par les paresthésies, les picotements, la dissociation diabétique. Et aussi, on aura la douleur et la réflexie osseo-tendineuse. Pourquoi on a une réflexie? Madame, Par atteinte des racines. Oui. madame, Oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions? c'est quoi l'association type diabétique? La dissociation diabétique, comme on a dit tout à l'heure dans la dissociation Oui, thermolgique, j'ai une question. C'est quoi dissociation type la diabétique? dissociation diabétique, c'est l'inverse de la dissociation de tout à l'heure thermoalgésique. La dissociation Merci. diabétique, on aura une conservation de la sensibilité thermoalgésique, une perte de la sensibilité profonde et tactile. D'accord? C'est des troubles de la sensibilité profonde et conservation de la thermoalgésique. D'accord? Pourquoi diabétique? Puisque là, on a une lésion des cordons. D'accord? D'accord, madame, merci. Les cordons qui véhiculent la sensibilité profonde et tactile. D'accord? C'est par le faisceau lemniscal. Normalement, la voie lemniscale, c'est au niveau des cordons.
D'accord? Si la lésion se situe à ce niveau, donc on aura ce qu'on appelle les syndromes cordonaux. Et on aura, dans ce cas-là, la dissociation tabétique. Contrairement dans la syringomyélie où la lésion se situe au niveau centromédulaire, on aura la dissociation thermoalgésique. Ça va? Dans la thermoalgésique, c'est l'atteinte de faisceau spinothalamique, de la voie spinothalamique. Et dans la tabétique, c'est la lésion du cordon postérieur de la voie lemniscale. Où passe la voie lemniscale. Ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Oui, madame. Merci. Très bien. Donc, pour les syndromes radiculocordonaux, donc c'est l'association d'une lésion des racines et même des cordons postérieurs. Dans ce cas-là, c'est une lésion au niveau des racines et des cordons. Donc, on aura sur le plan clinique tout ce qui est douleur et aryflexie par lésion radiculaire. Et on aura le syndrome cordonal postérieur par lésion des cordons, dont les étiologies sont représentées surtout par le tabès et la maladie de Friedreich. La maladie de Friedreich, qui est une iridoataxie. Donc, c'est une ataxie cérébelleuse. C'est un enfant qui présente des troubles de la coordination d'origine cérébelleuse. C'est dans le cadre d'une hérédité récessive. Généralement, c'est un enfant qui fait des troubles, un syndrome cérébelleux avec des troubles de la statique, des troubles de la marche et des troubles de la coordination, bien évidemment associés à d'autres manifestations, d'autres lésions et atteintes. C'est dans le cadre d'une ataxie héréditaire récessive. Pour le syndrome cordonal antérolatéral, donc en cas d'atteinte des cordons antérolatéraux, vous avez vu tout à l'heure qu'au niveau des cordons antérolatéraux, on a le passage des faisceaux pyramidales, bien sûr. Donc, on aura un syndrome pyramidal du côté de la lésion. Donc, faisceau pyramidal direct. Dans la systématisation, vous voyez bien le faisceau pyramidal en cas d'atteinte, par exemple, des cordons antérolatéraux. Donc, vous voyez le faisceau pyramidal direct. Vous voyez qu'il passe au niveau antérolatéral. C'est pourquoi, en cas de lésion des cordons antérolatéraux, donc on peut avoir un syndrome pyramidal qui est toujours homolatéral. On a dit que le faisceau pyramidal est toujours homolatéral. Là, on parle de faisceau pyramidal croisé, mais c'est un faisceau qui vient de l'hémicerveau contralatéral. C'est pas croisé par rapport à la moelle. Dans la moelle, c'est toujours, elle est homolatérale la lésion. D'accord? Elle est dit croisée puisqu'elle est. Ça va? Priez. Donc, le syndrome cordonal antérolatéral se traduit par des douleurs à type de brûlure ou parfois l'hyperpathie, un syndrome pyramidal du côté de la lésion, une anesthésie thermoalgésique contralatérale. D'accord? Par exemple, on peut trouver dans une pathologie qui est la sclérose en plaques, qui est une infection diminuante du système nerveux central. On a le syndrome combiné de la moelle, donc qui est par atteinte concomitante des cordons postérieurs et des faisceaux pyramidaux, et se traduit par une hypertonie modérée, avec des réflexes osseo-tendineux qui sont vifs et un signe de Babinski, des BK, des rotes qui sont vifs, réflexes tendineux qui sont vifs. Donc, c'est un combiné de la moelle, dont les étiologies sont représentées principalement par l'anémie de Biermer, qui va entraîner des carences, bien évidemment, en vitamine B12. Syndrome carentiel aussi, et paranéoplasique, la syphilis médulaire, la sclérose en plaques, les myélopathies, les cervico-prostatiques. Et pour les syndromes spinothalamiques, ça va se traduire par en sous-lésionnel une anesthésie thermoalgésique, paralésion du faisceau spinothalamique, contralatéral bien sûr, et le niveau lésionnel est à quelques dermatomes au-dessus de la lésion, bien sûr. Donc c'est très important puisqu'on aura en sous-lésionnel, en cas de lésion de faisceau spinothalamique, l'anesthésie thermoalgésique. D'accord? Pour le combiné, donc on aura une atteinte concomitante des cordons et de faisceau pyramidal. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc ça va pour les syndromes médulaires.
Donc, deuxième volet pour le deuxième cours. Donc, on va faire un petit cours donc, pour les examens complémentaires ou bien les explorations en neurologie. Ce qu'on utilise comme examen complémentaire. Commençons par l'EEG, les EEG. Donc, c'est l'enregistrement électroencéphalographique. Électroencéphalogramme. Dans les indications, donc, c'est les troubles de la vigilance, l'épilepsie, donc les méningoencéphalites, les pathologies dégénératives et Creutzfeldt-Jakob, qui est une encéphalopathie spongiforme. Heureusement, un des plus... Donc, pour l'IEG, donc, il va se traduire par un tracé qui est normal, donc il est caractérisé par rythme de fond alpha au niveau des 2/3 postérieurs du scalp, ou bien le tracé peut être pathologique avec des grapho-éléments, des éléments pathologiques, que ce soit focalisés ou généralisés. Donc, ils vont se traduire soit par des pointes ondes, ils sont pathognomoniques de, par exemple, les pointes ondes, les ondes lentes et les polypointes ondes. Ils sont très caractéristiques dans l'épilepsie, qui est une affection chronique, qui se traduit par des décharges électriques excessives, hypersynchrones d'une population neuronale, quelle que soit partielle ou plutôt focale ou généralisée. Donc, pour les indications d'EEG, donc, ils sont indiqués en cas de trouble de la vigilance, en cas d'épilepsie, méningoencéphalite et pathologie dégénérative. L'EMG, donc c'est tout ce qui est exploration du système nerveux périphérique, donc c'est l'enregistrement électroneuromiographique. Donc, il va se faire en 2 temps, un temps de détection, un temps de simulodétection. Donc, on indique cet examen en cas de suspicion d'une affection neurogène, une affection musculaire, c'est-à-dire chez un patient qui présente un syndrome neurogène ou bien un syndrome myogène, dans le cas d'un déficit moteur présumé d'origine périphérique, de topographie. Donc, il va nous préciser la topographie. Donc, il va nous dire que à partir de cet enregistrement, on va pouvoir savoir. Donc, on va savoir si la lésion est en rapport avec une atteinte nerveuse ou atteinte musculaire, ou bien atteinte jonctionnelle dans le cas de la myasthénie, quel que soit en pré ou en post-synaptique. Et elle permet aussi de différencier si la lésion est axonale, c'est-à-dire atteinte de l'axone, ou bien atteinte de la myéline. Pour les temps, donc le premier, c'est le temps de la détection. Donc l'étude de l'activité électrique, donc détection, c'est l'activité au repos ou bien à l'effort. Et la stimulodétection, donc on va faire des stimulations donc pour calculer vitesse de conduction, quelle que soit motrice ou sensitive. Et bien sûr, les amplitudes et les latences. C'est par la stimulodétection qu'on peut faire la différence donc, entre le syndrome neurogène, le syndrome myogène et bien évidemment les atteintes, la myasthénie, etc. Et même la détection, repos, si on a un potentiel de fibrillation par exemple, ça peut nous traduire une atteinte de la corne antérieure, comme on a dit tout à l'heure, dans le cas de la sclérose latérale amyotrophique. D'accord. Donc, l'EMG est indiqué surtout lorsqu'on suspecte un syndrome une pathologie neurogène ou bien myogène ou bien myasthénique. Donc, c'est dans le cadre de l'exploration du système nerveux périphérique. Pour le Doppler cervical, indiqué généralement chez des patients qui font des accidents vasculaires cérébraux, par exemple, pour savoir le niveau de la lésion artérielle, donc il permet d'analyser systématique des carotides primitives, des ophtalmiques et des carotides internes ou externes, sous-clavières et des vertébrales. Donc il va nous démontrer le niveau de la lésion, généralement dans le cas des accidents vasculaires cérébraux. Pour la TDM, la tomodensitométrie ou bien le scanner cérébral, donc, et il va nous apporter plusieurs bénéfices en matière de morphologie. Donc, on va voir la ligne médiane, l'existence d'un effet de masse dans le cadre, par exemple, d'un processus expansif intracrânien. Il va nous montrer les ventricules normaux ou bien dilatés dans le cadre d'une hydrocéphalie, il va nous montrer également l'atrophie corticale, etc.
Pour la densité, donc spontanée, hypodense, si généralement on trouve cette hypodensité dans le cadre de l'ischémie ou bien de l'œdème, et l'hyperdensité spontanée, c'est dans le cadre de l'AVC hémorragique, par exemple, ça va se traduire dans le cadre du sang ou bien de calcification. Donc on aura une hyperdensité. Et bien sûr, après l'injection du produit, on peut faire apparaître des tumeurs ou bien des malformations artéroveineuses. Pour la pathologie vasculaire, donc l'ischémie, elle va se traduire par l'hypodensité. L'hémorragie, c'est l'hyperdensité spontanée immédiate. Pour l'ischémie, elle peut être retardée et n'apparaître pas au début. C'est après 48 heures qu'on peut la voir dans le scanner. Pour la pathologie traumatique, donc le scanner a un très grand apport en matière de pathologie traumatique et vasculaire. Bien sûr, pour la traumatique, donc il va nous montrer tout ce qui est hématome extradural, qui va se traduire par l'hyperdensité contre l'os concave en dehors, et l'hématome dural, extradural et sous-dural qui va apparaître hyperdense toujours, mais à concavité en dedans, bien sûr. Donc, le extradural concave en dehors et le sous-dural concave en dedans. Et pour la pathologie tumorale, donc, le scanner va nous montrer l'aspect hétérogène, irrégulier, avec parfois l'œdème en dos des gants et l'effet de masse. D'accord? Pour la TB1. Pardon, hyperdense, pardon, docteur. Oui. Hyperdense, l'image noire. L'hypodense noire. L'hyperdense, c'est blanc. Hypodense, c'est une image noire. Hypodense, c'est noir. Hyperdense, c'est une image blanche. D'accord? Oui. Très bien. Si on voit une image hypodense, ça traduit l'ischémie. Si on voit une image hyperdense, c'est-à-dire blanche, ça traduit soit le sang, soit des calcifications. D'accord? D'accord. Pour l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, quelle que soit cérébrale ou médulaire, donc elle est indiquée en cas de malformation de la charnière, en cas des tumeurs de la face cérébrale postérieure, dans les affections débilisantes, entre autres la sclérose en plaques et quelle que soit l'origine de notre vascularite, les leucodystrophies et les pathologies médulaires. Dans le cas des pathologies médulaires, l'IRM médulaire, donc elle va avoir un grand apport. Elle est contre-indiquée généralement chez les patients qui sont porteurs de stimulateurs cardiaques, puisque c'est un champ électromagnétique, et généralement chez les patients qui sont claustrophobes, qui ne supportent pas être enfermés dans un endroit fermé, etc. La ponction lombaire, donc c'est un examen qui est très important en neurologie pour les indications, donc qui se fait à l'aide d'une aiguille dans position bien particulière, donc L3, L4, qu'on fait retirer le liquide céphalorachidien pour études cytobactériologiques et biochimiques. Dans les indications, c'est le syndrome méningé, la compression médulaire, les neuropathie périphérique ou bien dans le cadre du coma. Et il est contre-indiqué dans le cadre d'une hypertension intracrânienne en présence d'un processus expansif intracrânien. Si on voit à l'imagerie un processus expansif avec un syndrome d'HIC clinique, donc on n'a pas le droit de faire une ponction lombaire. Et dans le cas des spondylodicites, bien sûr, les patients qui présentent des lésions au niveau plutôt au niveau du rachis dorsolombaire, type de spondylodicite. Très bien. Donc, normalement, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a fait 2 cours, syndrome médulaire et les examens complémentaires en neurologie, les explorations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, Ça va? ça va bien, bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Madame, est-ce que le cours est disponible sur la plateforme? Oui, normalement, vous allez trouver le cours, même en enregistrement sur l'application Zoom. D'accord? Et même sur la plateforme. Le premier cours n'est pas disponible, madame. Oui, c'est un cours. Mais vous allez le trouver normalement. D'accord? D'accord?
Est-ce que D'accord. ça va, vous n'avez pas de questions? D'accord? D'accord. Très bien. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci.